Bon, alors c'est parfait. Donc bonsoir, nous allons pouvoir débuter cette petite session de conférences qui seront données par deux maîtres de conférences de l'école pratique sur le thème de l'eau. Le thème de l'eau qui est un thème annuel de l'université PSL cette année, 2022-2023, qui est piloté par la mission Partage des savoirs du service documentation et partage de savoirs de PSL qui est rattaché à la vice-présidence Recherche, Sciences et Société. Ce thème de l'eau, nous l'avons choisi pour la rentrée des étudiants parce que il touche à la fois tous les thèmes de sujets de manière très transversale et les thèmes de recherche de nos enseignants-chercheurs des trois sections, que ce soit les sciences religieuses, sciences historiques et philologiques et sciences de la vie et de la terre. C'est également un thème qui s'accompagne cette année de très nombreuses manifestations, notamment la manifestation de la journée de la science, l'exposition PSL sur l'eau, sa turbine, qui aura lieu à la Maison de l'eau au mois de février. Tout un ensemble de podcasts, de conférences qui seront données pendant l'année sur le thème de l'eau, ainsi que plusieurs conférences de nos enseignants-chercheurs qui portent sur l'eau. J'ai moi-même donné l'année dernière, et je continue cette année, des conférences sur l'architecture hydraulique et l'hydraulique à l'époque moderne. Donc aujourd'hui, nous aurons deux interventions qui sont données par des enseignants-chercheurs de sections différentes. La première est celle de mon collègue des sciences historiques et philologiques, Alexis Likas, qui est enseignant-chercheur au CRCAO, qui est le centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale, et qui travaille sur l'histoire des représentations et de l'espace dans le monde sinisé à l'époque médiévale, avant le développement de l'imprimerie. Et sa conférence aura pour titre « Histoire culturelle des fleuves dans la Chine médiévale » ou « Comment faire une histoire culturelle des fleuves dans la Chine médiévale ?» Point d'interrogation. On a les deux. Et la deuxième conférence sera celle d'Aurélie Goutte, qui est maître de conférence en écotoxicologie à la section des sciences de la vie et de la terre, qui est membre du laboratoire Métis et qui travaille sur le devenir et les effets des polluants dans les écosystèmes aquatiques. Et sa conférence s'intitule « La pollution des milieux aquatiques et ses effets sur la faune sauvage ». Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Vous m'entendez sans micro ou c'est mieux avec le micro ? Avec le micro. Merci Émilie pour cette introduction. Je m'appelle donc Alexis Likas et je suis maître de conférence à la 4e section, celle des sciences historiques et philologiques. Ça veut dire que je fais de l'histoire, je suis historien, mais j'essaie de le faire avec le plus de rigueur philologique possible. Voilà, donc je travaille sur l'histoire de la Chine médiévale. Je l'entends par en fait je la définis d'un point de vue plutôt matériel, c'est-à-dire je travaille sur la période durant laquelle on a des manuscrits avant le développement de l'imprimerie et après l'époque un peu plus ancienne durant laquelle on utilisait du bois et du bambou principalement pour noter les informations que les historiens aujourd'hui utilisent. Donc voilà, j'illustre un peu mon propos, vous le verrez, puisque le paradoxe, c'est que je travaille sur des documents non illustrés, non figuratifs, mais bon, j'ai quand même trouvé des illustrations pour vous aujourd'hui. Là, c'est une photo de la mission Ségalin du début du XXe siècle, c'est photo prise en Chine du Nord, qu'on trouve aujourd'hui à la BNF. L'idée, comment est-ce qu'on peut faire une histoire culturelle, a priori des cours d'eau, pas que de l'eau, mais donc surtout des cours d'eau dans mon cas. Je vais un peu essayer aujourd'hui de vous expliquer, alors surtout à l'attention des étudiants qui sont présents, des étudiantes et étudiants présents parmi nous. Je vais vous montrer un peu les questions que j'essaie de me poser et puis parfois la méthode que j'emploie pour essayer de répondre à ces questions. Notamment durant les séminaires de recherche, ce qu'on appelle les conférences, donc à l'école pratique, où on se retrouve avec les étudiants et on discute des textes inédits sur lesquels nous travaillons, en commun donc.
Alors, première image ici, que j'ai appelée dénaturaliser les cours d'eau. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comment dire, lorsque généralement on s'intéresse, lorsqu'on pense histoire de l'environnement, lorsqu'on pense montagne, fleuve, outre l'histoire de l'art bien sûr, mais dans le cadre chinois, généralement on pense à la nature. Donc on a tendance un petit peu à l'imaginer comme non influencé ou non touché par les humains, par les hommes. Or, en fait, c'est tout le contraire. Cette peinture qui date donc de la Datan dynastie, 17e, 20e siècle, les Qing, qu'on trouve aujourd'hui au Met, c'est une peinture de paysage relativement classique qui met en scène un cours d'eau. Généralement, les cours d'eau ne sont pas... sont le blanc dans la carte, si vous voulez, dans la peinture, qui apparaissent en contraste avec les montagnes qui sont représentées. Et puis, comme vous pouvez le voir un peu au milieu de la peinture, vous avez des petites habitations et puis un pont également. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. J'aurais pu prendre un grand nombre d'autres peintures qui sont un peu du même ordre, c'est-à-dire que vous avez la nature évidemment relativement majestueuse qui apparaît, mais toujours présente, évidemment à travers le travail du peintre, mais aussi à travers la représentation. Donc on est proposé des humains qui sont généralement minuscules à l'échelle de la peinture, mais qui sont bien présents, qui sont indispensables évidemment pour faire le lien. L'idée, c'est de se dire que quand on fait une histoire médiévale, dans mon cas, d'une civilisation donnée, de la chinoise par exemple, qu'on ne peut pas uniquement prendre en compte les acteurs humains, habituels, les protagonistes de l'histoire, événementielle ou autre, à laquelle on est habitué, mais également les acteurs non humains. Alors généralement, quand on parle d'acteurs non humains, on pense souvent aux animaux ou aux plantes qui sont étudiés, qui continuent d'être étudiés, qui le sont de plus en plus, mais on a tendance parfois à oublier les éléments topographiques et hydrographiques. Or, ils sont fondamentaux évidemment pour comprendre comment fonctionnait une société donnée, puis en l'occurrence celle-ci. Il y aura la question de l'importance politique de l'eau, on va y revenir un peu après. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que ces aspects-là, donc les aspects topographiques, hydrographiques pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sont importants, étaient importants pour les acteurs historiques sur lesquels nous, historiens et historiennes, travaillons aujourd'hui, alors qu'ils ont été paradoxalement peut-être un peu négligés justement par l'historiographie, c'est-à-dire par les personnes qui ont étudié depuis maintenant quelques siècles l'histoire ancienne ou médiévale, par exemple, de la Chine. Voilà. Et donc quand on lit les sources, on se rend compte assez rapidement en fait, que c'est des éléments qui sont pas uniquement présents, mais importants, voire fondamentaux, pour appréhender le passé chinois en l'occurrence. L'eau, ça pose des problèmes. Alors j'essaie souvent d'appréhender les questions que j'aborde sous forme de problèmes auxquels on essaye d'apporter des solutions. Donc parfois c'est des solutions historiographiques avec des gens comme moi, mais parfois on peut, en lisant les sources, trouver des solutions qui étaient déjà mises en place à l'époque où nos acteurs travaillaient et produisaient la documentation que nous utilisons aujourd'hui. L'une des premières questions qui se pose pour les personnes en charge de noter d'enregistrer, si vous voulez, les faits politiques principalement, c'est que on se retrouve face à un sorte de paradoxe où on doit en fait se poser la question du contrôle d'un élément qui est par nature mouvant. Vous avez ici la reproduction d'une peinture assez célèbre qu'on trouve au musée du Palais à Pékin, où on a en fait, pour les personnes qui par exemple lisent le chinois, le fleuve jaune, le cours du fleuve jaune en fait qui se rebelle en quelque sorte et qui va à contre-courant. Le fleuve jaune, c'est le fleuve principal du nord de la Chine. Si vous voulez comparer, ce n'est pas comparable bien sûr, mais la France à la Chine, vous avez le fleuve jaune au nord qui correspondra à la Seine et puis le fleuve bleu au centre qui correspondra un peu à la Loire. D'accord ? Donc l'idée, c'est comment contrôler ce fleuve qui présente en fait, qui est relativement indomptable. Et donc l'idée, c'est pour évidemment l'administration royale puis impériale à partir du IIIe siècle de notre ère, comment faire en sorte de contrôler le fleuve pour, d'un côté, réduire les risques qui sont liés aux défluviations, aux débordements, aux assèchements, parfois à l'inverse, et en même temps,
en tirer le maximum, un profit maximal, si vous voulez, donc en contrôlant ces eaux, pour permettre évidemment l'irrigation des terres, pour également favoriser le transport, puisque les plus anciennes cartes que l'on a, qui datent du IIIe siècle de notre ère, montrent très clairement le transport, par exemple, de rondins de bois d'un cours vers un autre, et ainsi de suite. Donc c'est l'axe de communication, de transport surtout, principal pour les périodes auxquelles je m'intéresse. Mais également, comme production énergétique, vous avez toutes et tous entendu parler du barrage des Trois Gorges, qui est la plus grande construction, le plus grand barrage hydroélectrique aujourd'hui au monde, mais qui a été construit au XXIe siècle, mais qui est l'héritier d'une tradition relativement plus ancienne, on va y venir. Donc voilà, l'idée c'est de contrôler les risques et en même temps d'en tirer des bénéfices à travers le contrôle hydraulique que l'on peut proposer. Évidemment, les fleuves, les cours d'eau sont aussi le théâtre pas de la plupart, mais d'un nombre assez important de conflits. On est dans une histoire relativement, comme toutes les autres, relativement conflictuelle, l'histoire impériale chinoise, et un grand nombre de conflits se sont déroulés au bord ou sur des cours d'eau. Vous avez sûrement entendu parler de la bataille de la Falaise Rouge, pour les personnes qui ont lu le roman des Trois Royaumes, qui a une existence, une épaisseur historique réelle, mais qui est ensuite devenue romancée. Et de la même manière, on a un grand nombre d'anecdotes historiques qui mettent en valeur, si vous voulez, le caractère vraiment stratégique d'un certain nombre de cours d'eau, en fait, qui deviennent des passes, de la même manière qu'on a des passes terrestres, on a des passes fluviales où différentes populations sont amenées à contrôler et donc à couper l'approvisionnement, le transport de marchandises ou le passage des hommes. Je parlais ma présentation s'appelle une histoire culturelle des fleuves, mais bon, je pense que vous avez l'impression depuis le début que c'est surtout une histoire politique. C'est aussi le cas, bien sûr, et on ne peut pas décorréler construction hydraulique et construction politique, en tout cas et je pense qu'on ne peut toujours pas le faire aujourd'hui en Chine. Ailleurs, je ne sais pas, mais en Chine, c'est le cas. C'est un objet, l'aménagement hydraulique du territoire est un projet éminemment politique, c'est administratif, tout ce que vous voulez, mais principalement politique. Il suffit de se pencher sur trois des plus grandes réalisations, mais on pourrait en citer d'autres, qui sont liées à chaque fois à deux dynasties dont je vous ai noté les noms ici, qui sont deux dynasties assez importantes, mais qui se caractérisent toutes les deux à des périodes différentes, l'une dans l'Antiquité, l'autre au Moyen-Âge, par la brièveté de leur durée, mais en même temps par le fait d'avoir mis en place un certain nombre de grands travaux et de grands changements, si vous voulez, à la fois administratifs, politiques et sociaux. Et donc l'un des plus importants, si vous voulez, de ces changements a lieu donc est lié à des travaux d'aménagement hydraulique avec les grands projets de barrages. Donc vous avez le barrage, le projet d'endiguement du canal de Zhongguo. Vous avez également le Dujiang. Donc le Zhongguo, il est dans le nord du pays, au niveau du fleuve Jaune. Vous avez le Dujiangyan qui est au niveau du Sichuan, donc dans le sud-ouest du pays. Le Grand Canal, donc ça c'est pour la partie des Qin, donc qui est la première dynastie qui a régné. Et ensuite, quand on passe vers la fin du Haut Moyen-Âge, Moyen-Âge un peu central, tel en tout cas qu'on le définit dans le monde chinois, sous les Sui, donc au 6e et au 7e siècle, vous avez le fameux Grand Canal. Et là, cette illustration que vous avez ici, qui est également au Met à New York, vous avez en fait une représentation, si vous voulez, du tour d'inspection méridional effectué par l'empereur au XVIIIe siècle. Là, donc c'est beaucoup plus tard, mais des siècles après que le Grand Canal ait été mis en circulation, où ce tour d'inspection qui permettait à l'empereur d'aller vérifier que tout se passait bien dans les différents endroits du pays, lui permet évidemment d'asseoir son autorité politique. Et en même temps, ici, il est représenté comme empruntant lui-même ce grand canal, voilà, qui est en fait la réalisation hydraulique principale du Moyen-Âge, qui permet de relier concrètement le fleuve Jaune au fleuve Bleu. Et donc d'acheminer en grains le nord de la Chine depuis le sud. L'idée, avant cette période des Sui, si on remonte un peu dans l'Antiquité, c'était évidemment, toutes ces constructions, tous ces projets hydrauliques étaient le bras armé d'une politique agraire. En fait, on est dans des États profondément agraires, où l'idée, c'est de gagner du terrain sur les terres qui sont impropres à l'agriculture. Donc c'est soit les terres de pâturage dans le nord
dont on, que l'on prend en main, que l'on reprend en main pour les transformer en terres agricoles, organisées, quadrillées. Et de la même manière, pour ce qui est du sud, des zones marécageuses. Donc on gagne également du terrain sur les marécages. Et évidemment, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour les zones du nord de les irriguer en construisant des canaux qui permettent d'acheminer de l'eau. Et pour les zones du sud, au contraire, de les assécher parfois et d'organiser des endiguements un petit peu différents. Donc ça, voilà, ça c'est le phénomène politique principale qui va être liée à la nécessité, encore une fois, de maîtriser l'eau. Ce qui est intéressant aussi pour l'historien d'aujourd'hui, hein, c'est en lisant les différents récits qui vont être faits, qu'ils soient d'ordre privé, hein, ou qui soient au contraire qui font partie de l'historiographie impériale, c'est de se rendre compte en fait que en allant les lire vraiment au plus près, hein, au ras du sol, on peut voir les différentes stratégies, qu'elles soient impériales, hein, parfois, donc quand on a des ouvrages qui sont patronnés par la cour impériale, ou au contraire locales, qui ne sont pas toujours les mêmes, et qui permettent de voir comment l'administration locale, hein, les petits fonctionnaires, faisaient en sorte de faire marcher, hein, littéralement, les choses à l'échelle locale. Donc on voit la construction d'un canal, on voit les problèmes qui sont posés à tel préfet, à tel sous-préfet lorsqu'ils souhaitent ouvrir telle ou telle partie, les réactions qui sont positives ou négatives de la population, et surtout ce qui est intéressant, donc comment est-ce qu'on prévient des problèmes, et à l'inverse, comment est-ce qu'on réagit lorsque une digue a cédé. Que fait-on ? Et ça permet vraiment de voir la mécanique à l'œuvre de l'administration, qui était quand même quelque chose d'assez tentaculaire. Je vous rappelle qu'on est dans un état de la taille d'un continent, avec des milliers et des milliers de kilomètres d'une zone à une autre. Et pourtant, les choses fonctionnaient, ou en tout cas, on faisait en sorte qu'elles fonctionnent. Et c'est cette mécanique qui nous permet à travers l'exemple, si vous voulez, de la maîtrise hydraulique, on peut voir cette mécanique à l'œuvre. Et ça qui est, à mon sens, relativement intéressant. Et bon, je termine par l'endroit où normalement on devrait commencer, hein. C'est ce que je pense vos professeurs vous demanderont lorsque vous présenterez vos projets de master ou de thèse ensuite. Quelles sont vos sources ? Donc j'ai commencé je termine plutôt par les sources ici, pour un peu vous montrer, voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que quelqu'un comme moi a pour travailler, et quelles sont les limites de ces sources-là, et en même temps, quelles sont les potentialités, qu'est-ce qu'on peut faire malgré certaines limites, ou au contraire la richesse de certains gisements documentaires. Donc, en dépit de la carte que vous avez en fond ici, qui est la carte donc, du site de Mawangtao dans le Hunan, hein, c'est une région méridionale, celle d'où vient Mao Zedong, qui donc date du IIe siècle avant notre ère. Elle a été levée au trait, hein, c'est pas la carte originale. C'est une carte militaire a priori, des différents emplacements militaires. On n'a pas, en fait, pour la période qui m'intéresse, c'est-à-dire entre le 3e et le 9e, 10e siècle à peu près, on n'a pas de cartes qui ont été transmises à nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a produit des cartes, mais on n'en a plus aujourd'hui. On en a avant, quelques-unes comme celle-ci, pas beaucoup, mais quand même quelques-unes, et on a la on est presque certain évidemment qu'on en produisait d'autres en certain nombre, mais avec des usages peut-être un peu différents. C'était pas forcément des usages pratiques, il y avait des usages, c'était lié à une forme de prestige, hein, avoir une carte avec soi. On ne l'utilisait pas pour se déplacer forcément dans l'espace, hein. C'était des objets qu'on utilisait autour d'une table, autour de laquelle on tournait, donc pas quelque chose forcément qu'on prenait avec nous pour aller sur le terrain. Et ensuite, on a des cartes relativement monumentales, ensuite, à l'échelle de l'Empire, à partir du XIe siècle. On sait qu'on a produit des cartes pour la période entre les deux, mais on n'en a pas. Par contre, l'une des hypothèses qu'en tout cas je formule, mais que je formule à la lecture évidemment des sources avec lesquelles je peux travailler, c'est qu'en fait la carte était un élément secondaire dans la production et l'usage en même temps du savoir géographique. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On utilisait des textes à la place principalement. Vous avez une liste là de quelques-uns d'entre eux. Le premier, c'est le tribut de Yu. Yu, c'est Yu le Grand, c'est le fondateur légendaire de la première dynastie, elle-même légendaire, hein. Donc vous allez parfois lire des sources pas très sérieuses qui vous expliquent que c'est la première dynastie chinoise. C'est pas vrai, elle est légendaire, elle n'est pas attestée aujourd'hui. Mais il n'empêche, il a une valeur symbolique fondamentale, puisqu'il est, c'est ce sorte de démiurge, à la fois ingénieur également, hydraulique en quelque sorte, considéré comme l'un des premiers ingénieurs hydrauliques, puisqu'il aurait en fait ouvert, si vous voulez, l'espace, l'écoumène chinois, en creusant entre les montagnes,
en ouvrant les fleuves de manière à permettre justement d'irriguer le pays. Donc il y a une importance fondamentale. Et le Tribut de Hu, c'est un document qui a été produit entre 4e, 3e, 2e, 1er siècle avant notre ère. C'est des documents composites, hein, souvent les documents de l'Antiquité, qui sont travaillés, retravaillés avant d'atteindre une forme relativement définie sous les Khan, donc entre le 4e et entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Et ce texte-là, ainsi qu'un autre texte qui s'appelle Les itinéraires des monts et des mers, qui est une représentation symbolique, cultuelle de l'espace chinois entouré d'espaces un peu monstrueux. Ces deux documents, ils sont assez fondamentaux pour les fonctionnaires qui ensuite vont produire des documents de géographie même purement administrative, puisqu'on va être obligé de les citer, ils reviennent en permanence. C'est un peu le passage obligé, si vous voulez. C'est la citation qui va tout le temps revenir. Et même si c'est que symbolique, c'est quand même important. Ça veut dire quelque chose, évidemment, qu'un auteur se réclame de ce type de document. C'est pas innocent. Après, d'un point de vue plus historique, vous avez le traité du fleuve et de ses canaux, qui est issu donc des mémoires historiques. Les mémoires historiques, c'est l'œuvre de Sima Qian, le Shiji. C'est un peu l'Hérodote chinois tel qu'on le présente, le premier grand historien chinois qui a vécu au IIe siècle avant notre ère. Et il a établi vraiment le genre de l'histoire, si vous voulez, en Chine. Donc depuis, tout le monde s'en est réclamé. Tous les historiens qui ont fait de l'histoire à l'époque impériale ont copié un peu ce modèle-là. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que le premier document, le premier traité géographique qu'il a produit s'appelle le traité sur le fleuve et ses canaux, c'est-à-dire le fleuve jaune, en fait, qui était le fleuve principal. Si important qu'on n'a pas besoin de préciser qu'il est le fleuve jaune, c'est le fleuve en majesté. Et donc c'est intéressant de voir que le premier modèle de document, on va dire, géographique, ce que doit être la géographie, c'est en fait un document hydrographique. Donc ça montre l'importance de l'hydrographie, évidemment, dans ce cadre-là. Ensuite, on découvre depuis la deuxième moitié du XXe siècle, et on continue d'en découvrir de plus en plus aujourd'hui, un nombre assez exponentiel, assez faramineux, hein, des milliers, des centaines de milliers de lattes, donc de bois, plutôt des planches de bois ou des lattes de bambou plus fines, hein, les planches de bois elle est plus large et des lattes de bambou plus fines, qui nous montrent en fait le travail de cette administration dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, hein, vraiment voir l'administration locale à l'œuvre, comment est-ce qu'on travaillait, et donc pour le cas moi qui m'intéresse, comment est-ce que l'on travaillait lorsqu'on essayait de contrôler les eaux qui nous environnaient. Et enfin, je parlais de dénaturaliser un peu plus tôt les fleuves pour en faire des acteurs au début historiques à part entière, ce qu'ils sont, hein, si l'on s'en fie aux sources. Je vais finir par un ouvrage en fait, qui permet plutôt de renaturaliser la chose, ce qui peut être un peu paradoxal. C'est un ouvrage qui s'appelle donc Les annotations aux itinéraires des cours d'eau. Et c'est un peu mon péché mignon. J'ai travaillé dessus en master déjà, comme donc certains d'entre vous ici. Et puis j'ai continué dessus en thèse. Je l'ai un peu laissé tomber depuis, mais je m'y suis remis récemment parce qu'il est plein de richesses. C'est un document qui date du VIe siècle de notre ère. Donc à une époque durant laquelle la Chine est divisée entre des dynasties du Nord et des dynasties du Sud. Et le paradoxe, c'est que contrairement à la plupart des autres ouvrages de géographie tels qu'on les connaît, donc qui reprennent le modèle des mémoires historiques de Sima Qian dont je vous ai parlé, donc avec le traité du fleuve, celui-ci en fait s'en détache complètement et décide de nous faire une présentation de la géographie de l'Empire, a priori plus administrative, mais selon les différents cours d'eau qui innervent le pays. Si vous voulez. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace dans l'espace, il part de la source d'un fleuve, des plus grands jusqu'aux plus petits, il note 1239 fleuves, enfin cours d'eau, a priori, et puis il part de la source, et puis il descend, et puis il s'arrête dès qu'il y a un point d'importance, il le décrit, il nous explique ce qui s'est passé, qui est vivant, qui est mort dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les spécialités, quelles sont les coutumes, ainsi de suite. Et donc c'est une manière, si vous voulez, de prendre un peu à contre-pied la manière traditionnelle à l'époque, en tout cas de présenter le savoir géographique, et donc la construction politique telle qu'elle est en vigueur en Chine, et d'en faire quelque chose qui ferait fi, si vous voulez, des divisions administratives en vigueur à l'époque. C'est donc de montrer une sorte d'espace assez immuable, un écoumène relativement large qui est en fait, qui fait fi encore une fois des frontières politiques qui pouvaient exister à l'époque-là. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant dans ce document-là, c'est qu'il cite un grand nombre d'ouvrages locaux, des écrits locaux qui ont été produits par des lettrés dans différents endroits du pays, et qui permet en fait de documenter l'émergence du paysage, puisque de la même manière que l'imprimerie n'a pas été inventée en Europe, mais plutôt dans les régions qui m'intéressent, et bien plus tôt, le paysage, généralement on situe l'invention entre le 15e, 16e siècle, ça dépend en Europe, en Chine ça date du 4e siècle, donc on le sait à travers certains traités de peinture, certains poèmes qui ont été transmis, mais quand on étudie cet ouvrage-là, on se rend compte qu'en fait il y a un grand nombre d'ouvrages en prose
qui ont commencé à décrire le paysage à la fin du IVe siècle. Et donc il se passe quelque chose d'assez important à ce moment-là. Et d'étudier ce document-là, justement, ça va dans le sens un peu du développement, si vous voulez, de représentation du paysage, et notamment des cours d'eau différentes de celles que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Voilà, c'était un peu rapide, un panorama un peu rapide, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie. Alors j'imagine que la toponymie fait partie des acteurs non humains dans votre approche. Alors, c'est une bonne question. Dès qu'on parle de toponymie, en fait, on touche à quelque chose qui est lié, mais un petit peu différent, et qui est fondamental aussi pour le savoir géographique chinois, c'est la question de la géographie historique. Parce qu'en fait, la toponymie, dans le monde chinois en tout cas, que j'étudie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et qui a beaucoup intéressé les gens qui travaillent sur la Chine, déterminer où se trouvait tel ou tel lieu dans le passé, c'est quelque chose qu'on fait depuis la haute antiquité, en fait. Et ça, c'est une démarche qui est assez intéressante, puisqu'elle est liée évidemment à la volonté de s'approprier le territoire, ainsi de suite. Voilà. Mais elle est pas... comment dire, donc c'est pour les points fixes, les marqueurs fixes. Pour ce qui est de l'origine des fleuves, on a aussi un certain nombre d'auteurs qui se posent la question effectivement plutôt de l'origine de tel ou tel fleuve. Mais ça ne va pas aussi loin que pour les lieux, que pour la toponymie elle-même. Mais est-ce que la toponymie vous a parfois orienté de manière significative dans votre recherche? Est-ce que interroger les noms des lieux, y compris des lieux alentours, pouvait mieux vous orienter dans certains cas que d'autres sources, d'autres moyens? Alors, oui, forcément, puisqu'en fait, la plupart des documents que je vous ai présentés, dont je vous ai un peu parlé ici, ont une dimension, si vous voulez, de géographie historique présente. Donc en fait, chaque auteur, qu'il soit géographe, historien, peu importe la définition, et souvent les définitions n'étaient pas précisées à l'époque, n'étaient tout simplement pas très importantes, mais il n'empêche qu'ils font cet effort, si vous voulez. Mais donc c'est un effort pour aller déterminer ce qu'il y avait avant, quel était le nom, ainsi de suite. Moi, ça me permet effectivement de voir, on ne peut jamais déterminer avec précision quel était le premier nom donné à tel lieu, puisqu'il suffit de trouver des sources plus anciennes et on en découvre souvent, mais il n'empêche que c'est intéressant pour voir les pratiques des acteurs en question, effectivement. Moi, j'aurais peut-être une question sur la poésie. Pardon. Oui. Est-ce que la poésie est une source sur laquelle tu travailles pour mieux connaître justement ces fleuves, leurs photos? Alors, la poésie, c'est évidemment très important dans le monde chinois, comme vous le savez. Moi, je ne suis pas spécialiste de poésie, je travaille plutôt sur la prose, les textes en prose. Mais il y a évidemment de la poésie de paysage qui s'est développée à l'époque sur laquelle je travaille, avec des gens très brillants qui travaillent dessus. Il y a un autre genre poétique assez passionnant qui s'appelle l'exposition, les fous, et qui sont des poèmes relativement longs et souvent liés au paysage, soit à des capitales, soit à des fleuves. Donc on a des poèmes de la même manière qui suivent, si vous voulez, en quelque sorte, le chemin du fleuve, et donc qui font un peu ce que j'essaie de faire lorsque je travaille sur les annotations itinéraires des cours d'eau, sauf que moi je le fais au niveau de la prose, et là, si vous voulez, il y a une ampleur poétique encore plus forte, donc il y a une incarnation réellement, le poète se mélange avec le fleuve, enfin c'est quelque chose, c'est des documents assez complexes d'un point de vue littéraire à étudier. Mes textes sont généralement plus simples, c'est peut-être pour ça que je travaille dessus, mais ils sont assez fascinants, il y a évidemment des informations géographiques de premier ordre dedans. Oui, tout à fait. Dans l'Inde ancienne, créer un lac artificiel, c'était un acte méritoire, du point de vue religieux. Est-ce que c'était le cas en Chine aussi, dans la Chine ancienne? La création de lacs artificiels, par exemple. Alors là, à brûle-pourpoint, les seuls exemples qui me viendraient à l'esprit, c'est notamment en fait des sortes d'étangs ou donc plutôt petits, des mares ou des étangs qui finissent par être confondus avec un lettré, un calligraphe qui s'en approcherait, qui travaillerait, si vous voulez, toute sa vie. Puis le jour où il n'est plus là, par exemple, le lac en question va se couvrir d'encre et va devenir un lac d'encre, ce genre de choses dans le cas d'un calligraphe.
et qui prennent une importance culturelle qui fait qu'ensuite, à sa suite, on essaye d'aller déterminer l'emplacement du lac, puisqu'on l'a perdu entre-temps. Mais donc, plutôt que de création de lac artificiel, c'est plutôt la transformation de certains éléments existants qui me viendraient à l'esprit. Merci. C'est enregistré, voilà pourquoi il faut parler dans le micro. Merci d'avoir terminé sur cette slide, parce que je trouve que cette carte est absolument magnifique. Est-ce que vraiment ça représente quelque chose de géographique ? On a du mal à le croire, parce qu'on voit plein de petits cours d'eau sinueux qui commencent de nulle part et qui finissent de nulle part. Et on a l'impression que c'est plus décoratif que géographique. Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce que représente chacun des petites parties hachurées, des protubérances hachurées ou des petites protubérances en V, etc. En tout cas, c'est très joli. Oui. Alors, je vous l'ai présenté pour des raisons principalement esthétiques, bien sûr. Mais alors, il y a deux choses. Elle avait à la fois une valeur, je pense, symbolique importante, puisqu'elle était trouvée dans une tombe d'un membre de l'élite locale qui a demandé vraisemblablement à être enterré, entouré d'objets d'importance, dont plusieurs cartes comme celle-ci. Donc ça, c'est évidemment pour l'aspect un peu plus prestigieux de la chose. Mais d'un point de vue purement pratique, oui, on a identifié les différents éléments qui pouvaient être présents. Donc vous avez des forts, des sortes de garnisons, de forts qui apparaissent. Vous avez des toponymes, a priori, qui sont entourés. Et puis les méandres que vous voyez correspondent effectivement de manière relativement précise pour la partie centrale et de moins en moins précise lorsqu'on s'éloigne du cœur de la carte, parce que là c'est un zoom que vous avez ici, à donc, cette région du sud dont je vous ai parlé, le Hunan, au système hydrographique de la région, en tout cas à l'époque. Le problème aussi qu'on a, et c'est pour ça que moi je ne m'intéresse pas tant à la géographie historique, donc à déterminer ce qu'il y avait là ou là, c'est que les fleuves ont changé de cours. Il faut imaginer que le fleuve jaune, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il a pu évoluer à plus de 1000 km, que ce soit au nord ou au sud. Donc c'est extrêmement difficile, et pour moi c'est un peu moins intéressant, puisque moi je travaille sur plutôt l'histoire des représentations, si vous voulez, de déterminer ce qu'il y avait là ou là. Mais oui, les personnes qui ont fait le travail de géographie historique actuel, si vous voulez, sur cette carte-là, ont pu déterminer certains emplacements avec relativement de précision. Et en tout cas, la présence des méandres n'est pas que décorative, oui, c'est des zones extrêmement méandreuses et où vous avez une multiplicité comme ça de petits cours d'eau, oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de la journée de rentrée académique. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Goutte et je travaille donc en écotoxicologie. J'étudie les effets et les devenirs des polluants pour les animaux sauvages, et en particulier donc les poissons et les tortues des milieux aquatiques continentaux. Alors, les eaux douces sur Terre, c'est une infime proportion du volume d'eau. Donc 97,5% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée, des océans. Et donc le reste, là, je ne sais pas si on peut voir, donc cette petite partie, c'est de l'eau douce, donc 2,5%, qui est majoritairement sous forme solide, donc des grandes calottes glaciaires à la surface de l'Antarctique, du Groenland, pour quasiment 70%, ou sous forme liquide mais souterraine, donc moins accessible, à hauteur de 30%. Et finalement, le reste, 0,4% des 2,5% de la totalité du volume d'eau sur Terre, c'est de l'eau douce de surface. Donc c'est une proportion infime, mais ces écosystèmes, ils abritent une biodiversité incroyable, foisonnante. Il y a plus d'espèces de poissons dans les rivières, dans les étangs, les zones humides, etc., que dans les océans. Et c'est une ressource précieuse pour les sociétés humaines. Alors, la biodiversité, je vous apprends rien, je pense que cette biodiversité, elle est menacée, il y a un déclin massif des différentes espèces. Donc là, c'est des données qui sont issues des populations de vertébrés. Donc il y a un déclin d'environ 60% des populations de vertébrés en termes d'abondance et du nombre d'espèces. Et ce déclin, il est encore plus prononcé pour les populations des écosystèmes d'eau douce que pour des populations terrestres ou marines.
vous avez sûrement vu ces rayures qui sont sorties récemment, où il y a donc les rayures de la biodiversité qui reprennent un peu le même format que les rayures du climat. Pour les rayures du climat, on passait d'un monde bleu à un monde de plus en plus rouge. Et là, les rayures de la biodiversité, ça reprend, c'est issu de ces données ici de l'érosion des populations de vertébrés. Chaque bande correspond à une année et on a un déclin du nombre d'espèces qui est représenté ici sous cette espèce de code-barre en couleur. Alors, pourquoi il y a un déclin de la biodiversité? Quelles sont les causes? Donc, généralement, pour les eaux douces, c'est des causes multifactorielles. Tout d'abord, une des premières causes, c'est le changement de l'habitat, dégradation de l'habitat, la construction de barrages, de l'artificialisation des berges, la rectification du tracé. Il y a eu des grands projets de réaménagement des cours d'eau qui ont eu lieu donc, au fil des siècles. Il y a eu aussi donc d'autres causes qui expliquent ce déclin de cette biodiversité, notamment l'exploitation des ressources, l'exploitation de l'eau douce. Bien sûr, les problèmes de réchauffement climatique, on en a entendu cet été avec certaines rivières qui étaient à sec, les problèmes de sécheresse, etc. Et puis, moi, ce que j'étudie, c'est la pollution de l'eau qui fait l'objet donc de préoccupations majeures. Alors là, vous avez un graphique donc, qui reprend, pareil, donc, au cours des dernières années, entre 2000 et 2015, la production et la consommation de molécules chimiques donc, au cours des dernières années. Alors là, le nombre de substances synthétisées depuis la révolution industrielle, elle augmente. On recense plus de 350 000 substances. En termes de quantité, ça représente 300 millions de tonnes par an qui sont déversées dans l'environnement et dans les cours d'eau. Donc cette pollution, elle est multiple. Il y a de la pollution par les plastiques, de la pollution par les pesticides, par des médicaments, par exemple des résidus d'antibiotiques. Et bien sûr, se pose la question des impacts de cette pollution sur l'environnement, sur les sociétés humaines, sur la santé humaine, au point que l'année dernière, il y a eu un appel des scientifiques pour la création d'une gouvernance des polluants chimiques et des déchets, à l'instar de ce qui se fait pour le climat, avec le GIEC, ou comme ce qui se fait pour la biodiversité, avec l'IPBES. Donc voilà, il y a vraiment un challenge majeur pour mieux comprendre les effets de ces polluants sur la santé de l'environnement et la santé humaine. Alors, comment on procède en écotoxicologie donc pour évaluer les risques? Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait des tests en laboratoire. On regarde ce qui se passe pour des espèces modèles. Par exemple, des daphnies, donc une espèce de zooplancton microscopique, ou des espèces, par exemple, de poissons, comme le poisson zèbre, donc qui se maintiennent très bien en aquarium. Et on les expose à des doses croissantes de polluants et on regarde à partir de quelle valeur, à partir de quand, on commence à observer des effets. Donc on a ce type de réponse en fonction de la dose auquel les organismes sont exposés. Donc on a des seuils et on compare ces seuils aux valeurs qu'on va retrouver dans l'environnement. Donc dans l'environnement, on fait des prélèvements d'eau, on mesure, on analyse les polluants qu'on retrouve et on regarde si on est au-dessus ou pas des seuils. Donc là, c'est une carte issue d'une publication à l'échelle des bassins européens qui montre que un peu moins que la moitié des cours d'eau européens présentent un risque de toxicité chronique. Donc ces approches, elles sont intéressantes. Par contre, elles présentent certaines limites. Alors la première limite, c'est que contrairement à la pensée, le concept un peu commun de la dose fait le poison, et pas le poisson, mais la dose fait le poison. Donc ce concept, en gros, c'est plus on est exposé et plus on va avoir des effets. Ça, c'est pas toujours le cas. Par exemple, les perturbateurs endocriniens, donc des molécules qui viennent interférer avec le système hormonal, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'on est exposé à des teneurs importantes
de polluants qu'on va avoir des effets les plus importants. Au contraire, généralement, les effets les plus importants, ils ont lieu quand on est exposé à des doses assez faibles. Donc, parmi les perturbateurs endocriniens connus, il y avait par exemple le bisphénol A, qui a été interdit depuis, où les nourrissons étaient exposés à travers leurs jouets, leurs biberons, à des très faibles doses de bisphénol A, mais qui venaient mimer des hormones naturellement présentes et interférer avec ces systèmes hormonaux. Donc d'une part, en faisant une évaluation du risque basée sur des effets dose-réponse, on peut passer à côté de certains mécanismes un peu plus fins, un peu plus complexes. Et puis aussi, quand on fait des études, des tests en laboratoire dans des conditions très contrôlées, on ne prend pas en compte la réalité de l'environnement, la complexité de l'écologie. Donc principalement, il y a plein de variations, les conditions environnementales, elles évoluent, elles varient au cours des saisons, au cours des années, au cours de certaines conditions. Et puis il y a des interactions aussi entre espèces. Il y a des espèces qui sont en compétition, des espèces mutualistes qui s'entraident, des espèces qui viennent parasiter d'autres, des prédateurs qui se nourrissent des proies. Donc tout ça, ça forme une complexité au niveau écologique. Donc c'est l'objet en fait de mes recherches, c'est comprendre d'une part comment les polluants, qu'est-ce qu'il advient des polluants dans les écosystèmes quand ils rentrent dans les réseaux trophiques par exemple, et d'autre part comprendre les effets de ces polluants sur les vertébrés. Donc principalement, moi je travaille sur les poissons d'eau douce, et puis plus récemment sur les tortues, donc la cistude d'Europe. Alors, pour synthétiser, le devenir des polluants dans les organismes aquatiques, je l'ai représenté assez simplement avec deux cas un peu extrêmes. Des polluants qu'on appelle persistants, c'est un peu des polluants indestructibles. C'est le cas du PCB, du DDT. Donc des pesticides pour le DDT qui sont plus utilisés. Les PCB aussi sont interdits depuis les années 90. Mais malgré tout, ils sont rémanents, ils sont persistants, ils sont indestructibles. Et on continue à les retrouver dans l'environnement. Et quand nos poissons, les organismes, sont exposés à ces polluants, ils n'ont pas de moyens au niveau de leur métabolisme pour les dégrader et pour les excréter. Donc ce qui se passe, c'est quand ils sont exposés, ils assimilent et ils ne relarguent pas. Donc au fur et à mesure de leur vie, plus ils vieillissent, plus ils ont un niveau de contamination élevé. On a d'autres types de polluants que j'ai appelés des polluants métabolisables qui, eux, n'ont pas la même dynamique que ces polluants persistants. C'est le cas par exemple des phtalates. Les phtalates, c'est des plastifiants qui sont utilisés pour rendre les plastiques plus flexibles, par exemple, et qui se retrouvent en quantité importante dans l'environnement. C'est le cas aussi, par exemple, des pesticides qui sont couramment utilisés, qui sont plus persistants, ou d'autres molécules, par exemple, qui sont issues de la combustion des énergies fossiles, comme les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, qu'est-ce qu'il advient de ces contaminants-là ? Une fois qu'ils sont assimilés par les organismes, au niveau du foie ou dans d'autres organes, il y a des processus de métabolisation qui se passent. Donc, les polluants, en fait, sont dégradés en d'autres molécules, donc là que j'ai représenté par des petits triangles, là, et ces molécules, elles vont être excrétées. Donc, finalement, nos poissons qui sont exposés à ces polluants métabolisables, aux HAP, aux phtalates, aux pesticides, ils ne vont pas accumuler au cours de leur vie ces polluants, ils sont capables de les éliminer. Donc le bon côté de cette métabolisation, c'est que le niveau de contamination ne va pas augmenter au cours de leur vie. Par contre, le côté un peu moins sympa, c'est que les métabolites qui sont produits sont parfois plus toxiques que les composés parents. Et ça peut induire, par exemple, du vieillissement cellulaire, ce qu'on appelle du stress oxydant, au niveau des organismes. Alors, là, je vais vous présenter quelques-uns de mes résultats. Donc, une de mes questions, c'est par exemple de comprendre le comportement de ces polluants dans la chaîne alimentaire, des proies aux prédateurs, quand les poissons, par exemple, viennent se nourrir de petites proies, de petites crevettes ou de petits escargots qu'on va retrouver dans les rivières. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils vont être plus contaminés ou moins contaminés que leurs proies ? Donc, ce qu'on fait, c'est on va dans les rivières, on prélève différents organismes à différentes échelles de la chaîne alimentaire,
des plantes, voilà, des petits bivalves, des petits mollusques, des larves d'insectes, enfin plein de proies différentes, des poissons, et puis des poissons comme les perches communes qui viennent se nourrir d'autres poissons, donc qui sont vraiment en haut du réseau trophique. Alors pour nos polluants persistants, pour ceux qui sont indestructibles, ce qu'on observe, c'est que plus on est haut dans la chaîne alimentaire et plus on va être contaminé. Donc ça, c'était des choses qui sont bien étudiées, bien connues. Par contre, quand on regarde ce qui se passe pour des polluants métabolisables, ça c'est moins étudié, on s'aperçoit que, par exemple, là pour les phtalates, donc des plastifiants, eh ben on a la dynamique inverse. Les poissons sont moins contaminés que leurs proies, parce qu'ils ont ce système de métabolisation et d'excrétion de ces polluants. Et puis on s'est demandé aussi, bon, certes, ils sont capables d'éliminer ces phtalates, mais qu'est-ce qu'il en est des métabolites des phtalates, donc la molécule qui est issue de la dégradation de ces composés. Et là, par contre, eh ben, on retombe sur cette bioamplification, biomagnification, où on a nos espèces qui sont capables de métaboliser, mais qui ont quand même des niveaux plus élevés de métabolites de polluants que leurs proies. Alors là, c'était pour les effets entre les proies et les prédateurs. Donc ça, c'est des choses, voilà, où il faut aller sur le terrain, il faut regarder ce qui se passe pour avoir ce type de résultat. Et on s'est demandé aussi qu'est-ce qu'il en est des relations entre les hôtes et les parasites. Donc on a étudié ces poissons-là, les chevennes, et ces chevennes, on s'est aperçu que la plupart d'entre elles, enfin à peu près la moitié des individus qu'on avait étudiés, avaient des parasites intestinaux, voilà, qu'on appelle des acanthocéphales, donc des parasites qui viennent se nourrir au niveau de l'estomac de nos poissons. Et on s'est aperçu que ces parasites, ils ont une capacité assez remarquable de séquestrer les polluants. Eux, ils viennent assimiler et ils accumulent les polluants qui sont ingérés par les poissons. Donc là, par exemple, hein, on a regardé la concentration de plusieurs types de polluants dans les parasites et on a comparé avec la concentration dans les muscles, le foie, les contenus stomacaux pour les poissons. Et on a des niveaux bien supérieurs de pollution dans les parasites que dans les poissons. Alors, en faisant un peu de biblio, on s'est aperçu que ça avait été déjà décrit. Alors, pour d'autres polluants, pour des éléments métalliques, notamment le plomb, le mercure, le cadmium, mais pour plein d'autres espèces, des crapauds, des requins, des anguilles, des mollusques, des dauphins, des renards, des cormorans. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Voilà, on ne s'attendait pas forcément à trouver ces effets des parasites qui viennent séquestrer des polluants. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les poissons qui sont parasités ont des niveaux de pollution plus faibles que les poissons qui ne sont pas parasités. Donc on a décidé d'aller un peu plus loin et se demander, ok, alors quand on vit dans un milieu pollué, est-ce qu'il y aurait un avantage à avoir ces parasites qui n'ont pas un effet très délétère sur les poissons, mais qui, comme ils sont capables d'accumuler, de détoxifier en quelque sorte leurs poissons hôtes, est-ce qu'il y aurait un bénéfice quand on vit en milieu pollué à être parasité ? Et voilà, c'est une question assez contre-intuitive. On a tendance à penser, nous en écologie, qu'on est soumis à un stress. Il y a un autre stress, finalement, c'est bien pire, c'est ce qu'on appelle des effets synergiques, qu'un stress isolé. Donc voilà, d'avoir un parasite qui pourrait être utile, c'est vraiment contre-intuitif dans notre raisonnement. Et finalement, c'est quand même ce qu'on a observé. Donc, on a regardé plein de marqueurs physiologiques. Donc là, par exemple, on a regardé du stress oxydant. Et on a observé que nos poissons qui étaient parasités par ces acanthocéphales avaient des niveaux de stress oxydant plus faibles que les poissons sans parasites. On s'est dit, bon, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Est-ce que en reproduisant de façon expérimentale dans des conditions un peu plus contrôlées, on retombait sur les mêmes résultats. Donc on a exposé des poissons parasités ou non parasités à des doses faibles en polluants, à des doses
moyennes et à des doses plus élevées. Alors là, c'est intéressant parce que quand le milieu est très peu pollué, il y a un désavantage à être parasité. Les poissons parasités, ils ont plus de stress oxydant que les poissons non parasités. À des niveaux moyens de contamination, c'est kiff-kiff, il n'y a pas de différence de stress oxydant. Et par contre, lorsque l'exposition aux polluants est plus élevée, là, on a un avantage. En tout cas, on a du stress oxydant plus faible pour les individus qui ont des parasites par rapport aux autres. Donc, une des explications qu'on donne, c'est... Alors là, j'ai essayé de représenter assez schématiquement mes poissons. Donc ici, un poisson sans parasite, ici, un poisson avec parasite. Que lorsque ces poissons sont exposés aux polluants, la métabolisation, ça engendre la production de métabolites de polluants qui interagissent, qui induisent du stress oxydant. Tandis que pour les poissons parasités, l'accumulation des polluants par les parasites diminue les processus de métabolisation, donc il y a moins de métabolites qui sont produits et moins de stress oxydant qui sont produits. Alors, d'autres études qu'on réalise, donc ici c'est un autre projet qui a lieu sur les cistudes d'Europe, donc une espèce de tortue qui vit dans les zones humides en France, c'est de comprendre l'exposition de ces tortues aux pesticides et les effets de cette exposition à différentes échelles biologiques, donc physiologiques, jusqu'au déclin des populations. Alors ici, ce que je vous ai représenté, c'est une carte de France du traitement par les pesticides, où vous voyez là les zones les plus rouges, c'est les zones où on a beaucoup d'agriculture et beaucoup de traitements par les pesticides. Et là, vous voyez, par exemple, là, les zones viticoles, c'est des zones où il y a un emploi important de pesticides, les grandes plaines céréalières aussi. Et là, en superposant à cette carte d'utilisation des pesticides la distribution de cistudes, donc de cette tortue d'eau douce, on s'aperçoit que c'est des animaux qui vont être présents dans des zones très polluées par les pesticides. Donc on a décidé de focaliser notre projet sur 3 grandes zones. En Camargue, où on a surtout des rizières, donc l'utilisation d'herbicides pour la culture de riz. En Brenne, donc une région avec beaucoup moins d'agriculture, il y a un peu de pisciculture, mais ça reste assez faible par rapport aux autres régions. Et la Nouvelle-Aquitaine, où on a à la fois l'utilisation de fongicides, donc pour lutter contre les champignons sur les vignes, d'insecticides et d'herbicides. Et ce qu'on fait sur tous les sites où on étudie nos cistudes, c'est de regarder la contamination dans l'environnement. On fait des prélèvements d'eau, de sédiments, de proies des cistudes, donc ce qu'elles mangent. Et puis on prélève aussi, on fait une petite prise de sang pour évaluer leur niveau en polluants. Et puis, comme c'est des polluants qui vont être aussi éliminés, on fait des prélèvements d'urine ou de fesses. Et pour regarder les effets, donc on regarde les effets à différentes échelles biologiques. Par exemple, au niveau cellulaire, physiologique, on va regarder le stress oxydant, donc qui est un bon indice du vieillissement cellulaire. On peut regarder aussi la perturbation du système hormonal. Et puis on regarde au niveau de l'ADN les télomères. Alors les télomères, c'est des petites régions d'ADN qui sont non codants et qui sont à l'extrémité des chromosomes. Et au fur et à mesure des divisions cellulaires, donc avec l'âge, il y a une érosion, un raccourcissement de cet ADN à l'extrémité des chromosomes. Et on sait que l'exposition aux polluants, ça accélère d'autant plus cette érosion des télomères. On regarde aussi à l'échelle de l'organisme si l'exposition aux polluants va induire des effets sur la taille, le poids, certaines anomalies éventuelles, sachant que, pareil, des fois on a des résultats un peu contre-intuitifs. L'exposition à certains polluants, ça a des effets qu'on appelle obésogènes. Donc, les organismes vont avoir tendance à accumuler des réserves du tissu adipeux et on n'a pas forcément des animaux dénutris quand ils sont exposés aux polluants.
Et puis on regarde aussi au niveau comportemental si nos tortues répondent de la même façon au stress que quand elles sont exposées à des niveaux élevés ou pas de pesticides. Et puis enfin, c'est des individus qu'on suit, qui sont identifiés individuellement, donc ils ont des petites marques au niveau de la carapace, et ça permet de savoir si on va les recapturer d'une année sur l'autre. On peut calculer les taux de survie et évaluer la dynamique des populations dans les différents sites qu'on suit. Donc quelques premiers résultats, ça fait l'objet d'une thèse qui a débuté l'année dernière. Donc on détecte bien des pesticides dans le plasma, dans le sang de nos cistunes en Camargue, de nos tortues. Ça veut dire qu'elles sont exposées et elles intègrent ces pesticides. Et pour certains, les niveaux sont très élevés. Par exemple, pour un herbicide, là, la bentazone, on a des niveaux qui sont très élevés dans le plasma. Et on a aussi une répartition spatiale qui est cohérente avec les traitements. Voilà, les tortues qui vivent à proximité des rizières, dans des canaux qui reçoivent de l'eau qui a transité dans les parcelles agricoles, vont être plus contaminées que celles qui sont plus éloignées ou moins influencées par ce transfert de pesticides. On a aussi des différences entre les années, et puis un beau pic saisonnier qui est cohérent avec l'utilisation de pesticides en Camargue. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont impliquées dans ces projets et les partenaires financiers qui soutiennent ces études. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très, très éclairante. Moi j'ai une question générale sur, je vois qu'il y a Pyrennes-Seine là. Donc qu'en est-il, puisqu'on va avoir les Jeux Olympiques, je crois, d'après ce que j'ai compris, en tout cas bientôt ici. Et donc est-ce qu'on a des données, alors c'est pas sur la présentation, mais sur la pollution, les pollutions dans la Seine? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? Est-ce que peut-être t'as pas d'éléments, j'en sais rien, mais si, oui. Justement, le Pyrennes-Seine étudie les niveaux de pollution dans la Seine. Alors surtout avec la thématique, voilà, de la natation, les baignades dans la Seine. Là, le problème, en fait, c'est plus des contaminations microbiologiques par des pathogènes que de la contamination chimique. Il y a quand même une évolution au cours des années où il y a une efficacité des stations d'épuration. Et en fait, alors, j'en ai fait des études dans la Seine. Alors, le problème des grands fleuves, c'est qu'il y a un gros effet de dilution. Et finalement, c'est pas les milieux les plus contaminés. Alors que quand on travaille dans des petits ruisseaux très influencés avec aux alentours de l'agriculture ou alors des mauvais raccordements, des habitations avec des mauvais raccordements, là, on peut avoir des pics plus élevés de contamination. Alors que dans la Seine, finalement, c'est plus lissé, on va dire. Mais du coup, est-ce qu'il pourra avoir lieu je crois qu'il y a des épreuves de natation, non, en eau vive ou des choses comme ça. Oui. Est-ce que ça sera possible ou pas du coup? Alors, je ne peux pas m'engager sur la réponse, mais je crois que le problème, c'est plus la contamination bactériologique, les virus, etc., que les polluants. Merci. Ouais. Oui, merci Aurélie pour ta présentation. Évidemment, j'ai vraiment aimé tous les résultats sur les parasites. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et je me demandais si vous aviez regardé un petit peu ce qui peut se passer au niveau des défenses immunitaires, en fait, parce que est-ce que le fait d'être pollué diminue les défenses du poisson? Du coup, il pourrait avoir plus de parasites, ce qui quelque part serait un avantage pour lui, ce qui est complètement contre-intuitif, mais je trouve ça assez intéressant. Oui, on avait regardé, alors je n'ai pas tout présenté, mais on avait deux marqueurs de défense immunitaire et on n'avait rien trouvé. Alors ces parasites-là, c'est vraiment pas des parasites très dangereux ils sont parasites. Du coup, ils pourraient, j'imagine, ils n'ont pas des effets délétères très forts. Donc du coup, tu pourrais presque imaginer qu'ils se transforment en relation mutualiste en cas de stress. Quoi. C'est l'objet. Il y a une ANR qui est passée là où on essaye de voir
si à un moment donné, les polluants peuvent influencer le continuum parasitisme-mutualiste. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Alors, sur les mammifères, il n'y a pas eu grand-chose, même chez les rongeurs ou autres. Je me souviens, il y a eu... alors, dans les bénéfices, il y a eu une étude, il n'y a eu que deux études qui ont essayé de regarder ça, sur des artémies, des espèces de petites crevettes, parasitées ou non, et exposées à de l'arsenic, où il y avait moins de mortalité chez les crevettes parasitées, parce qu'il y avait justement cette capacité de séquestration du cadmium. Et il y a eu aussi une étude chez les oiseaux, des éders, où ils leur ont mis un antiparasite pour enlever tous ces parasites intestinaux. Et ils avaient alors que je me trompe pas, ils avaient une survie réduite après le traitement antiparasitaire et une hausse, un pic de plomb. Donc eux, ils ont interprété ça par le fait que le traitement antiparasitaire avait détruit les parasites et relargué le plomb qui était assimilé dans les parasites et provoqué une mortalité plus importante. Mais voilà, ça reste vraiment des études ponctuelles, quoi. Alors chez l'homme, non, j'ai pas non plus fouillé plus que ça. Par contre, ce qu'on se demande aussi, c'est que les parasites, ils sont sensibles aussi aux polluants. Les parasites font partie intégrante de la biodiversité, et s'ils accumulent ces polluants, au bout d'un moment, eux aussi, ils doivent avoir des effets délétères. Et par contre, là, il y a des études qui montrent que dans les milieux les plus contaminés, il y a une diversité en parasites beaucoup plus faible aussi, parce que ils sont affectés par ces effets-là. Par contre, chez l'homme, non, je peux pas, j'ai pas d'éléments. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons passer donc à la suite, qui est le prix de thèse Étienne Jules Marais. Alors, je voulais juste dire deux mots, je vais être très très bref. Je crois que lorsque Ernest Renan, qui est un philologue et historien du 19e siècle, évoque dès 1864 tous les principes, en tout cas, qui présideront quelques années plus tard à la création de l'EPHE en 1868, il met en exergue, d'une part, l'enseignement par la pratique scientifique, et d'autre part, et ce qui est important, ce que je voudrais souligner, c'est la nécessité de ne pas séparer les sciences exactes des sciences humaines. Et c'est dans cet esprit qu'a l'initiative de François Jouan, doyen de la section des sciences de la vie et de la terre, que je remercie vivement. Le prix Étienne Jules Marais a été créé, dont le principe vise à récompenser donc un travail de thèse qui contribue au développement de technologies innovantes, quel que soit le domaine d'application. Donc il ne faut pas entendre par technologie uniquement ce qu'on entend d'habitude réservé aux sciences exactes, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Voilà, et donc je ne serai pas plus long. Et je passe la parole, François, tu vas nous dire un petit peu la genèse, la création de ce prix. Merci. Alors, effectivement, c'est bien, on voit les diapos. Comment est venue cette idée de prix ? Il se trouve qu'on a découvert, effectivement, j'ai découvert pour mon mandat de doyen que à l'EPHE, on faisait de l'innovation sans le savoir, un peu comme la prose, et que cette innovation, on l'a trouvée dans les trois sections de l'établissement, aussi bien en sciences religieuses, sciences philologiques et historiques qu'en sciences de la vie et de la terre. Et donc, lorsqu'on a préparé aussi les 150 ans de l'établissement, j'ai découvert, je connaissais les travaux de Marais grâce à Alain Berthoz, on a découvert que Étienne Jules Marais avait été extrêmement important pour l'histoire de l'EPHE, puisqu'il avait, sur la demande de Victor Duruy, créé le premier laboratoire de physiologie qu'il a installé à l'EPHE. Marais, c'est un médecin de formation qui s'est tourné vers la physiologie et qui a eu toute une partie de sa vie en innovation technologique. Il a travaillé sur le rythme cardiaque, l'enregistrement du rythme cardiaque, mais il est surtout connu comme l'inventeur de la chronophotographie, c'est-à-dire l'ancêtre du cinéma, sur lequel je vais vous montrer quelques exemples.
Enfin, je vais être rapide aussi. Alors, sur la partie gauche, vous avez ces travaux extrêmement célèbres de Marais sur la décomposition du vol des oiseaux. Sur la partie droite, vous avez les travaux qu'on mène à l'hôpital de Garches sur la motricité spontanée des bébés pour faire des systèmes de dépistage des troubles neurologiques. Et en fait, ce qui m'a frappé lorsque j'ai regardé ces images, je me suis rendu compte qu'à 150 ans de différence, on faisait le même travail, pas avec les mêmes outils, mais on peut imaginer ce qu'aurait pu faire Jules-Étienne Marais s'il était de notre génération avec les outils informatiques qu'on utilise pour nos travaux. En tous les cas, on partage la même idée, c'est-à-dire qu'on étudie le vivant à travers les morphocinèses, et puis, comme l'a fait Marais dans ses écrits, on transmet le savoir. Donc ce prix est né avec plusieurs personnes. Alors je remercie d'abord les membres de la famille de Jules-Étienne Marais, donc Madame Véronique Rollet et Monsieur Jean-Noël Bouton, parce qu'ils nous ont donné l'autorisation d'utiliser le nom de leur aïeul associé à ce prix. Ils l'ont fait avec enthousiasme, donc c'était très, très sympa de leur part. Je remercie Alain Berthoz, qui est professeur honoraire au Collège de France, qui a accepté la présidence de ce jury, et donc qui s'est chargé avec moi de récupérer un peu les différentes contributions. On a constitué un jury, comme vous pouvez le constater, avec des acteurs qui viennent du monde académique et du monde industriel. Vous avez la liste, je ne vais pas faire la lecture. Et puis, je remercie aussi les collègues de l'EPHE, des 3 sections de l'EPHE, qui ont accepté aussi d'être, associés à ce jury. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Je remercie aussi les partenaires qui nous ont aidés pour la constitution du jury, la Fondation pour le langage de développement RAID, qui est un superbe langage avec lequel on fait des choses fantastiques, et Prof en Poche, qui est une start-up qui a été créée il y a quelques années et qui prend en charge des solutions techniques pour les apprentissages chez les enfants. Alors, notre lauréat, je vous le présente. Voilà, il s'appelle Thomas Gargaud, c'est un médecin qui est chef de service en pédopsychiatrie à CHU de Tours. C'est quelqu'un qui, en plus de sa médecine, a fait un master de neurosciences de sciences cognitives à l'ENS, et une thèse européenne entre la France et la Suisse à l'EPFL, ce qui lui a permis d'avoir un titre de docteur européen en informatique. Oui, voilà. Donc le jury a été extrêmement convaincu par le travail interdisciplinaire de Thomas, qui lui a permis de mettre au point des techniques à partir de dispositifs électroniques comme des tablettes graphiques qu'on utilise, de mettre au point des outils de rééducation dans les déficiences des apprentissages du geste et donc dans les déficiences des apprentissages d'écriture. C'est un travail qui a convaincu parce qu'il est multidisciplinaire, informatique, médecine, sciences cognitives. Il a porté sur une cohorte de plus de 10 000 enfants, ce qui est une performance, grâce à l'aide du soutien de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais quand même, il faut arriver à trouver 10 000 enfants pendant sa période de thèse, c'est quand même un super travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que les outils cliniques qu'il a mis au point sont validés en fait par la clinique hospitalière avec un CAPA de 0,95, ce qui est une excellente performance. Donc, le jury a jugé évidemment l'excellence de la thèse et de ses prolongements pour tout ce qui concerne les aspects handicap. Alors, malheureusement, Thomas étant médecin et de garde, il ne peut pas venir, comme beaucoup de médecins. Donc, nous allons remettre le prix. Donc, je vais appeler Madame Rollet, qui normalement était la personne de remettre le prix. Et on va remettre le prix, on va remettre le prix à la représentante des étudiantes. Et on fera une remise au niveau de l'établissement. On donnera le document à Thomas quand il viendra en décembre
pour un congrès. Bonjour madame. Donc, je suis émue, et voilà, je vous passe le micro. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis très très heureuse parce que Marais, qui donc était mon arrière-grand-père, était médecin prioritairement, et il a découvert les prémices du cinéma avec la chronophotographie, mais aujourd'hui on ne le connaît plus que pour le cinéma. Et je regrette énormément parce que ses travaux en médecine, son système de capteurs, comment est-ce qu'on appelle les enregistrements, la méthode graphique, c'est quand même aujourd'hui encore quelque chose qu'on utilise. En cardio, on est encore complètement avec des méthodes complètement et des technologies nouvelles. Donc je suis ravie qu'on le célèbre comme médecin. Voilà, vous direz cela. Très bien. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous rencontrer. Au plaisir. Bonjour à tous. Je suis Julie Lang, donc doctorante de François Jouan, et par la même occasion représentante des doctorants du laboratoire Charte. Et donc c'est un honneur, une fierté pour moi de représenter Thomas Gargot, qui fut aussi en fait un ancien doctorant du laboratoire Charte. Donc effectivement, bravo à lui pour son travail interdisciplinaire et son lien aussi avec les travaux de Étienne Jules Marais. Voilà, merci à tous. Ah. Je l'ouvre. Voilà. Merci.